tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver sur ce jeudi soir comme presque chaque jeudi, c'est plutôt un jeudi sur deux en vérité. Mais ravie de vous voir pour ce nouveau Facecam et ce nouveau Twitch. Aujourd'hui on a un expert avec nous, un expert en matière de cyber. On en parle souvent ici des questions de cybercriminalité, de cyberdélinquance, des arnaques cyber diverses, des cyberattaques. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Jérôme Notin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on va laisser tranquillement les viewers se connecter, nous rejoindre, poser leurs questions comme vous le faites d'habitude dans le chat. Bonjour à Nunator de nous rejoindre, grand habitué à Nunator de notre live. Est-ce que Jérôme, pour commencer, je peux te demander de te présenter et de présenter aussi la structure à laquelle tu appartiens, Cybermalveillance, que tout le monde ne connaît peut-être pas. Alors effectivement, je pilote la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, en fait, qui est une des méthodes que nous avons de rendre le service qu'on nous a demandé de rendre, c'est-à-dire l'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. On rencontre un incident sur Internet, dans les usages des réseaux sociaux, tout outil numérique. On ne sait pas forcément le qualifier. Eh bien, on va aller se rendre donc sur cybermalveillance.gouv.fr et on va entamer un parcours, c'est-à-dire que on va demander de l'aide tout simplement, et on va en quelques clics, par rapport aux réponses que nous on a pu, enfin que l'internaute pardon, ou l'entreprise ou la collectivité peut apporter, on va établir un diagnostic. Donc on a environ 45 cas de cybermalveillance qui sont recensés aujourd'hui, et en fonction de ce diagnostic, eh bien, on va simplement donner les conseils quand ce n'est pas technique. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de quelques exemples de cybermalveillance. Donc, quand ce n'est pas technique, on donne les conseils et normalement, la victime a trouvé sa solution. Quand l'État a mis en place un dispositif qui répond à cette problématique particulière, je pense pas, par exemple, à tout ce qui est contenu terroriste, pédophile, eh bien, on va renvoyer vers cette fraude aux moyens de paiement, par exemple. Puisqu'on est le guichet unique, eh bien, on va renvoyer vers le dispositif pour une prise en compte par les services. Et puis, la troisième approche, la troisième possibilité, c'est quand on a considéré que c'était technique, par exemple, une entreprise qui est victime de rançongiciel, eh bien, on va donc donner les conseils, mais on va aussi proposer la mise en relation avec des prestataires de proximité. On a 1200 prestataires aujourd'hui qui sont implantés sur l'ensemble du territoire national et qui peuvent donc aider les particuliers, les entreprises et les collectivités. Donc, cybermalveillance.gouv.fr, quand on a l'impression d'avoir subi un dommage dans le domaine cyber, c'est le point d'entrée, et puis après on est guidé, on est réorienté vers la meilleure solution par rapport à ce qu'on a vécu en termes cyber, que ce soit une infraction, une arnaque, une attaque ou aussi des problèmes plus techniques, et qu'on soit un citoyen individuel, j'allais dire, mais aussi une entreprise, une PME. On a tout dit, c'est exactement ça. Et ben voilà, tout dit très rapidement. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours, comment on en arrive à gérer cette plateforme, je vais l'appeler comme ça, ou ce site, ou ce réseau finalement de gens qui aiguillent, qui orientent, qui aident le cyber? Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de servir l'État, mais je n'étais pas né pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui est issu du monde privé. J'ai eu la chance, il y a de nombreuses années maintenant, de rencontrer une personne qui s'appelle Guillaume Poupard, qui, à l'époque... Son nom me dit quelque chose. Ouais, tout à fait, tu le connais un petit peu. En cybersécurité, c'est Monsieur Cybersécurité en France. Et donc, Guillaume, à l'époque, était à la DGA. Moi, j'ai travaillé... Direction générale de l'armement, direction du ministère de la voilà, Défense, pour ceux qui connaissent peut-être moins. Des armées. Et donc, voilà, j'étais amené dans le cadre professionnel à le rencontrer. Et puis, un jour... ensuite, il est parti à l'ANSSI, donc piloter l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une pépite de l'administration française. C'est la structure qui est rattachée au service du Premier ministre, qui va sécuriser ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. J'ai bien retenu la leçon pour les acronymes. Donc, les opérateurs d'importance vitale, donc, ce sont des structures qui, si elles ont un problème de cybersécurité, de sécurité au sens large même, eh bien, on considère qu'on a un problème de sécurité nationale, puisqu'ils ne peuvent plus rendre le service. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu me coupes si c'est faux, une centrale nucléaire, elle ne peut pas se permettre d'avoir une cyberattaque. Tout à fait. Une centrale nucléaire, il y a 12 secteurs d'activité, le monde bancaire, le monde assurantiel.
les producteurs d'électricité, les distributeurs d'électricité. La liste des structures est classifiée, pas les secteurs. Donc voilà. Donc l'ANSSI pilote cette structure. C'est un peu secret cette structure quand même. Elle est couverte par le secret défense parce que c'est vraiment des choses techniques et qui intéressent vraiment la pérennité de l'État. Alors c'est extrêmement technique. Tous les agents de l'ANSSI sont habilités au très secret défense aujourd'hui. Il y a une révision la classification du secret de l'État, mais voilà, donc, et ils font des choses extraordinaires parce qu'ils font des choses techniques qu'on ne fait pas dans d'autres services et encore moins dans le privé. Donc, si on a des auditeurs aujourd'hui qui sont très intéressés par la technique, le hacking au sens pur, au sens noble, c'est-à-dire transformer les choses, qui s'intéressent à l'ANSSI parce que l'ANSSI recrute et les conditions de travail sont assez extraordinaires. Donc Guillaume, étant le patron de l'ANSSI, m'a fait part qu'il souhaitait mettre un projet en lien avec le ministère de l'Intérieur, puisque notre dispositif a été incubé au sein de l'ANSSI en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. Et donc j'ai rejoint l'ANSSI en 2016. L'idée, c'était qu'on parte le plus vite possible pour être le plus opérationnel possible. Et ça s'est passé l'année d'après. Et ça s'est passé l'année d'après, tout à fait. Et avec la création de cette plateforme cybermalveillance. Et puis une structure juridique qui est un petit peu particulière, qui est un groupement d'intérêt public, puisqu'on a l'État, donc le ministère de l'Intérieur, l'ANSSI bien évidemment, le ministère des Armées aujourd'hui, l'Éducation nationale, Bercy, et on a d'autres structures à côté qui sont soit des représentants des syndicats de victimes, par exemple, ou même des entreprises en propre qui nous aident à lutter contre la cybermalveillance. Alors justement, la première question qu'on a dans le chat de Kraton Slop, merci d'ailleurs pour ta question, c'est la suivante et c'est en lien avec ce que tu nous dis. Qui sont les agents qui vous assistent dans cette plateforme? Est-ce qu'il y a des policiers, des gendarmes, des civils? Quel est un peu le profil de l'équipe qui finalement nous aiguille quand on vit une attaque ou une arnaque cyber, et qu'on est un citoyen ou une entreprise? Alors on est une quinzaine d'agents aujourd'hui au sein de ce dispositif. Donc quinzaine, c'est une task force, hein, c'est une structure offensive, mais réduite malgré tout. On fait du défensif. Défensif, mais dynamique, c'est ça que je voulais dire. Alors, on essaye d'être dynamique, et puis une des forces justement de notre dispositif, c'est qu'on a des profils qui sont extrêmement différents. On a des mises à disposition du ministère de l'Intérieur, on a 2 policiers, on a une personne qui vient du service central, on a un lieutenant-colonel de l'armée de terre, on a des gens qui viennent du privé, qui étaient plutôt dans des relations commerciales. Donc cette disparité de profils fait vraiment, je vais utiliser un anglicisme, c'est le melting pot qui nous permet de faire que derrière, chacun apporte ses compétences, son expertise, et que on puisse faire le travail qu'on fait. Et alors, un point fondamental sur notre organisation, c'est qu'on a effectivement nos permanents au sein du GIP, mais on a aussi et surtout nos membres. Quand nous on produit des choses et que le ministère de l'Intérieur diffuse ces choses-là, c'est extraordinaire. Quand on produit des choses et que la SNCF, qui est membre du dispositif, les assureurs, qui sont très concernés par les sujets. En fait, vous avez besoin de relais et de partenaires pour diffuser ce que vous produisez, pour vraiment toucher le plus grand nombre. Voilà, nous, notre mission, c'est de produire des choses. Alors, sur la plateforme, mais pas que. La semaine prochaine, sur les chaînes de grande écoute, on va avoir des espaces gratuits de publicité entre le pot de yaourt et je ne sais pas quel autre produit. Mais tout ça, ce sont des choses qui ont été produites en interne. Alors, on a fait appel à des experts et des professionnels sur le sujet, mais on a créé les différents scénarios. Et puis, donc, on a cette possibilité de faire que ces chaînes diffusent gracieusement ce qu'on a pu écrire. Bon, j'espère que ça a répondu à ta question sur le profil des gens qui entourent Jérôme Notin dans ce travail à cybermalveillance.gouv.fr. Je vais dire plusieurs fois ce site parce que vraiment c'est le site de référence. Quand on a subi un dommage sur Internet, dans le domaine cyber en général, à la fois, une fois de plus, quand on est un particulier, quand on est une entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise, un service public aussi, vous êtes là pour nous conseiller sur l'orientation. Et moi, j'avais peut-être une question, avant peut-être d'en prendre d'autres dans le chat. Finalement, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui vous arrive le plus comme type d'infraction? Est-ce que c'est des arnaques? Est-ce que c'est du hameçonnage? C'est quoi le plus fréquent finalement que vous rencontrez? Alors, quand on regarde, nous, on analyse le nombre de demandes d'assistance qu'on peut classifier, donc effectivement, comme tu le dis, par catégorie. La première, ça reste l'hameçonnage, le phishing en anglais, qui n'a qu'un objectif au final, c'est de récupérer
un login et un mot de passe. Aujourd'hui, le login, c'est beaucoup les adresses de messagerie. Donc, en tout cas, ce couple login-mot de passe qui va permettre de faire autre chose. Et l'autre chose, c'est la deuxième place sur le podium, c'est l'usurpation d'identité. Si on se fait avoir parce que on a cliqué sur un lien d'une banque, on pensait que c'était une banque, sur les impôts, sur des réseaux sociaux, et qu'on a rempli la page d'authentification, ça va être une information qui va être utile pour les cybercriminels qui vont faire un usage. Et l'usage, en général, ensuite, c'est parce que malheureusement, ça fait partie des choses là aussi qu'on évoquera peut-être, mais malheureusement, une grande partie des internautes, des utilisateurs, des outils numériques utilisent souvent le même mot de passe. C'est-à-dire que vous faites avoir une fois, et bien sur l'ensemble de vos services, vous allez être vulnérable par rapport à ces cyber-escrocs qui ont volé votre mot de passe. C'est important d'en parler. Moi, je comprends bien, le hameçonnage, c'est lié, enfin, le but, c'est de cette usurpation d'identité. Mais parlons justement des questions de mot de passe. C'est vrai que maintenant, quoi qu'on fasse, on a besoin d'un login et d'un mot de passe. Et c'est vrai que, moi, je le fais aussi, on a tendance à mettre plusieurs fois le même parce qu'on a un peu nos mots-clés ou on change juste un chiffre ou quelque chose parce que c'est plus facile à retenir. Alors, changer le chiffre, ça peut être une approche parce que si vous forgez toujours le mot de passe de la même manière et que vous le distinguez en fonction du site, les cybercriminels... Ils n'ont pas cette intelligence-là, eux. Exactement. Ils vont récupérer des milliers, des dizaines de milliers de mots de passe et ils vont pas s'embêter parce qu'ils en ont tellement. Ils vont pas s'embêter à essayer d'analyser est-ce que vous avez mis un C parce que l'adresse du site où vous avez créé un compte commence par C. Est-ce que vous avez mis un D parce que c'est D, voilà. Donc ça c'est une des règles. Et puis si je devais en donner une que j'espère les gens qui nous regardent vont retenir, c'est à minima sur la messagerie, c'est d'avoir un mot de passe qui est unique et ce qu'on dit fort, c'est-à-dire effectivement qui respecte les critères de longueur, du nombre, enfin de caractères, des caractères spéciaux. Parce que si jamais je vous vole votre accès à votre messagerie, je vais pouvoir initialiser tous les mots de passe de vos réseaux sociaux, de votre banque. C'est la base de tout, l'email. C'est votre vie numérique, elle passe par votre messagerie. Donc s'il y en a un à protéger encore plus, c'est la messagerie. Et est-ce que, par exemple, je vais citer une marque, tant pis, sur l'iPhone, le portefeuille, le gestionnaire de mots de passe, ça fonctionne bien, c'est sécurisé, on peut faire confiance à ce système. Si tu permets, je ne citerai pas de marque, je parlerai uniquement de concept. Oui, c'est une approche que je souhaitais évoquer. Le gestionnaire de mots de passe, ça fonctionne bien. C'est très bien, ça permet de générer, en général, via cette fonctionnalité, des mots de passe qui sont robustes et surtout donc de les stocker d'une manière sécurisée. De ne pas les oublier. Et de les retrouver quand on en a besoin, parce que rien n'est plus énervant que de tout devoir à chaque fois rechanger. Oui, alors tu parles d'un usage personnel, moi je vais parler d'un usage personnel. Les navigateurs, sur des sites où je vais très peu fréquemment, les navigateurs peuvent proposer, parce qu'ils voient que c'est une fenêtre qui permet qui demande un mot de passe, peuvent proposer des mots de passe. Et moi, j'utilise ça, je rajoute un ou deux caractères quand même, mais je ne l'enregistre pas dans mon gestionnaire de mots de passe parce que j'en aurai beaucoup. Je n'enregistre dans mon gestionnaire de mots de passe que vers les sites que j'utilise fréquemment. Et si effectivement, pour le coup, je me reconnecte dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans sur cette plateforme, et ben, je vais faire réinitialiser mon mot de passe qui va m'arriver dans ma messagerie, voilà, qui elle est extrêmement sécurisée. Ok, intéressant, j'y avais pas pensé. Merci beaucoup. Alors on a Lucas qui est souvent avec nous. Bonjour Lucas, et qui nous demande une petite précision. Il me dit, si j'ai bien compris, la plateforme, ça sert à aiguiller les victimes de piratage. Alors oui, mais pas que de piratage. Il y a tout un champ cyber très vaste finalement. C'est ça, on parle par exemple pour les entreprises de fraude d'arnaque au président, de rançongiciel. Pour les particuliers, on va parler de cyberharcèlement, on va parler de la troisième menace, c'est la fraude à la réparation informatique. C'est on navigue sur Internet où on reçoit un message qui nous invite à cliquer sur un lien. Et là, d'un coup, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui dit alerte Microsoft, vous avez un virus. Sauf qu'il n'y a pas de virus. Et là, il faut appeler un support qui est souvent basé à l'étranger. Et on va avoir double peine. C'est-à-dire que le support va nous demander 300, 200, 500 euros pour soi-disant réparer l'ordinateur. Et pour ce faire, va nous demander l'accès. Donc, ils vont nous dire, cliquez ici pour que je puisse me connecter à distance. Et là, ils vont faire 3 bidouilles devant la personne pour faire croire qu'ils font des choses. Mais derrière, ils vont parcourir le disque dur
et voler toutes les informations qui vont leur être utiles. Des pièces d'identité, Exactement, ce genre de choses. justificatif de domicile, copie de la carte d'identité, enfin scan de l'identité ou du passeport. On a eu des victimes qui avaient malheureusement mot de passe.txt. C'est un gestionnaire de mot de passe très léger, mais dans un pas fichier assez sécurisé. pas du tout sécurisé, voilà. Et donc, avec les comptes d'accès aux banques, ils ont siphonné les banques. Donc voilà. La troisième fraude, c'est la fraude à la réparation informatique. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les services d'enquête. Le ministère travaille énormément sur ce sujet. En police, gendarmerie, police judiciaire cyber, pour essayer donc de faire que les auteurs, parce que ce sont des vrais mafias, là, pour le coup, c'est du crime organisé, soient identifiés et que les infractions cessent. D'accord. Alors, il y a une question, je ne sais pas si elle est plus pour toi que pour moi. J'ai bien peur qu'elle soit pour moi. Pensez-vous que votre plateforme fera un jour partie d'un grand projet du ministère ou interministériel concernant un espace unique regroupant toutes les plateformes violences sexuelles et sexistes, moncommissariat.fr, magendarmerie.fr, pour faciliter la vie des utilisateurs? Donc je pense qu'effectivement, ça c'est une vaste question. Tu as sûrement un avis là-dessus. Moi, je sais qu'on aimerait bien effectivement rassembler tout le monde un jour. Déjà, rassembler les policiers et les gendarmes, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que finalement, le citoyen, ça lui est égal que ce soit des policiers, des gendarmes. Lui, il veut juste qu'on l'aide, qu'on rende accessible le service. Et d'ailleurs, tu parles de la plateforme des violences sexuelles et sexistes, et c'est déjà le cas, c'est des policiers et des gendarmes, c'est un même outil numérique. Et c'est vrai qu'on gagnerait à rassembler tout ça. Alors, tu t'occupes aussi, ou tu es en lien avec Info Escroquerie et la police judiciaire. Et c'est vrai qu'après, c'est ce que expliquait Jérôme, on est orienté grâce à cette plateforme vers le bon service. C'est déjà énorme, j'allais dire. C'est déjà un vrai service aux citoyens, mais peut-être qu'un jour, tout ça sera rapproché. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as des envies ou des espoirs dans ce domaine. Alors, on a été créé en 2017 par l'Intérieur et l'ANSSI en tant que guichet unique. Donc, et donc ça devrait être chez vous un jour que tout se centralise. Et on renvoie déjà vers des services en ligne, justement, du ministère de l'Intérieur. On renvoie, tu évoques Info Escroc, on renvoie sur Perceval pour la fraude de moyens de paiement, on renvoie sur Pharos, donc Internet. Alors, on va en parler après, peut-être rentrer dans le détail de ces outils. Et sans donner de scoop, mais il y a un projet qui est imaginé par le service du ministère de l'Intérieur depuis un petit moment et qui va sortir là d'ici très peu de temps pour avoir un dépôt de plainte en ligne sur des domaines cyber. Donc on va renvoyer vers ce service pour faciliter le dépôt de plainte. Aujourd'hui, on peut faire une pré-plainte sur tous les domaines. On vous vole votre vélo, vous pouvez faire une pré-plainte. Là, on parle vraiment de plainte en ligne sur des thématiques cyber. Donc voilà, pour répondre, on espère un jour, effectivement, mais moi qui suis dans ce ministère depuis un petit moment, je vois quand même que ça avance. Ça avance peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça avance. Les outils numériques sont de plus en plus performants. Et pour te répondre, oui, c'est Thésée dont Jérôme Notin parle. Effectivement, cet outil de plainte en ligne, c'est Thésée. Donc c'est vrai qu'à terme, probablement, on arrivera à avoir peut-être ce portail cyber unique. Mais surtout, nous, derrière, d'être davantage renforcés et rassemblés autour de nos outils. Alors, tu as évoqué Perceval. Je ne sais pas si tout le monde connaît Perceval, et c'est quand même un outil intéressant. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Perceval, c'est un outil d'analyse de renseignements criminels. Collecte d'informations de renseignements criminels. Perceval, ça a été mis en place il y a maintenant 3 ans, je crois, et qui permet donc de collecter, pour les services d'enquête, des informations sur la fraude aux moyens de paiement. Dit d'une manière un peu directe, ça ne va pas intéresser beaucoup de policiers et de gendarmes d'identifier un auteur d'infraction d'un vol numérique de 10 euros. Par contre, si on va voler 10 000 fois 10 000 euros, enfin 10 euros, pardon, ça va faire 100 000 euros, c'est plus la même histoire. Et si on le fait 100 000 fois, ça fait 1 million d'euros. Donc, les victimes sont invitées, parfois les banques imposent, je ne sais pas au niveau légalité s'ils ont vraiment le droit, mais bon, en tout cas, c'est dans l'intérêt général. Donc, la victime va pouvoir renseigner qu'elle a été victime donc d'une fraude aux moyens de paiement en mettant des éléments techniques. Et derrière, il y a toute une batterie d'outils, il y a toute une batterie d'enquêteurs qui vont analyser ça et dire, là, on a un vrai sujet. Par exemple, ce compte, il a collecté 3 millions d'euros, 300 000 fois 10 euros. Donc, et là, en termes de police judiciaire ou en termes de gendarmerie, il y a vraiment... le ministère ouvre des enquêtes et ça a permis d'identifier beaucoup d'auteurs et de réseaux de cybercriminels
parce que derrière, les outils permettent de faire que ce compte, en fait, il est lié à celui-là, qui est lié à celui-là. Enfin bon, voilà. Donc il y a un vrai intérêt à donner de l'information technique aux services d'enquête pour qu'ils puissent, eux, derrière, une fois de plus, identifier les auteurs. Nous, je crois que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu le rapprochement judiciaire. On essaie d'imbriquer les pièces du puzzle pour effectivement arriver à démanteler vraiment et avoir, comme tu le dis, des grosses sommes aussi en jeu. Et donc là, il y a un intérêt aussi pour la sanction pénale par rapport à l'individu aussi. Et on protège les petites victimes en faisant ça. On ne fait pas de la délation, justement. Les types d'en face, c'est pas des gentils. Faut pas se dire que c'est le jeune, pas donner d'âge sur Twitch, hein, mais c'est de l'entreprise du crime. Donc, et eux, ils peuvent voler des personnes âgées, ils peuvent voler, on le voit sur les rançongiciels pour les hôpitaux, ce sont des gens qui, pour gagner de l'argent, potentiellement, n'ont pas peur d'empêcher le bon fonctionnement d'un hôpital. Et on l'avait vu avant la crise sanitaire, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Alors justement, pendant la crise sanitaire, il y a eu plusieurs hôpitaux qui ont été cyberattaqués. Et c'était une des premières fois, je crois, où on en parlait vraiment beaucoup, parce que aussi ça nous touchait tous, la sécurité sanitaire nous intéressait tous à ce moment-là. Et donc des structures ont admis avoir été cyberattaquées et ont travaillé directement avec vous, j'imagine. Là, c'est l'ANSSI qui intervient, c'est du régalien, c'est un problème de sécurité nationale. L'ANSSI, ils sont 600, donc ils ont une expertise réelle de gens qui vont être envoyés chez la victime avec leur mallette d'analyse pour cartographier un peu le réseau, savoir comment les types sont rentrés, comment remettre en bon fonctionnement tout ça sans détruire les preuves numériques, puisque derrière, la victime est invitée à déposer plainte. Et là encore, la preuve numérique, la preuve sur une scène de crime, ça permet d'identifier un auteur. La preuve numérique dans une scène de crime numérique, ça peut permettre d'identifier les auteurs. Donc voilà, c'est l'ANSSI qui va très très vite être envoyée sur place, agir. Elle peut se faire aider par des prestataires qu'elle a qualifiés, dont elle a validé le très haut niveau d'expertise justement pour l'accompagner dans ses démarches de gestion de crise. Et puis derrière, pour faire que le plus rapidement possible, le service soit à nouveau rendu. Eh bien, super. Alors, moi, je me posais justement, si on parle de la crise sanitaire, de savoir, c'est des moments où on a tous beaucoup télétravaillé, on a beaucoup fait d'achats en ligne. Est-ce que toi, tu as ressenti, ou est-ce que ça se précise dans les chiffres aussi, un développement énorme des infractions cyber? Entre avant et après le Covid, il y a un monde? Il y a un monde complètement qui a changé. Aussi sur notre numérique, au-delà de notre vie personnelle et professionnelle, mais l'Italie, si tu te souviens bien, était en avance, entre guillemets, sur la crise sanitaire. Donc nous, on a beaucoup regardé ce que les cybercriminels faisaient en Italie. Il y avait 2 semaines à peu près de décalage. Et donc, on a publié des alertes très très vite avant le premier confinement. Et on était en veille très active sur nos chiffres, justement, sur les parcours. Et dès le lundi soir, c'était le 16 ou 17 mars, je crois, on a vu une augmentation de l'hameçonnage de 400%. Donc les gens sont venus chercher de l'aide. Et là, donc, le partenaire avec lequel on travaille sur ce sujet-là, c'est Signal Spam. Donc on contacte Signal Spam, qui nous dit oui, effectivement, on a une augmentation, une explosion. Et dans le détail avec eux, c'est à l'époque, si tu te souviens, on a une pénurie de masques, c'est un fait, chirurgical FFP2, pénurie de gel hydroalcoolique. Et donc les cybercriminels, quelques heures, c'est des sites de vente de gel, de masques. Ils sont tout de suite mis dans la niche et envoyer des mails, des spams, des mails d'hameçonnage, donc pour dire fais ton propre gel, achète du gel, achète des masques et autres. C'était des arnaques. C'était des arnaques. Et on a un autre exemple de l'hyperactivité de ces gens, c'est que Notre-Dame était encore en train de brûler, qu'il y avait des faux sites de cagnotte en ligne pour voler de l'argent aux Français qui voulaient aider à la reconstruction de la cathédrale. C'est dingue, c'est dingue. Moi, je pensais pas que ça allait si vite, en fait. Mais Notre-Dame, c'est flagrant, parce que ça a duré, au final, que quelques heures. Ils ont réussi à faire ça. Et qui pouvait prévoir Notre-Dame, l'accident alors qu'effectivement, là, ils ont eu le temps un petit peu d'anticiper. De plus, c'est des gens qui savent extrêmement bien coller à l'actualité. Donc, ils ont compris qu'on allait être confinés très vite. Donc, ils ont lancé ça. Pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Et moi, je les porte vraiment pas dans mon cœur, parce qu'au-delà même de voler de l'argent, et j'ai pas de preuves, mais c'est un sentiment personnel,
les quelques personnes qui, par exemple, pouvaient disposer d'équipements de protection, je pense aux masques et aux gels hydroalcooliques, par exemple, et qui ont cru qu'elles allaient être livrées, qu'elles ont cru avoir pu passer commande, n'ont pas fait un usage en bon père de famille de ces équipements. Si vous avez 3 masques et puis vous dites dans une semaine, 5 masques et vous dites dans une semaine, je vais avoir 50 masques, et ben vous ne faites pas le même usage que si vous dites mes masques, j'en prends plus soin parce que je ne sais pas quand j'en aurai à nouveau. Et le gel hydroalcoolique, c'est pareil. Peut-être plus se laver les mains. Enfin, voilà, tu vois. Justement, il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, est-ce que vous pensez que c'est seulement des motifs financiers pour les auteurs et qu'il n'y a pas aussi des souhaits de déstabilisation des services de l'État, des institutions, une forme de terrorisme numérique? Alors c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que ça existe aussi, notamment quand on parle des structures d'importance vitale? Est-ce que ça peut être de l'ingérence étrangère ou une volonté de déstabilisation plus solide? C'est une crainte qui est très vieille, entre guillemets, ou en tout cas une crainte ou une prise de conscience, je ne sais pas de quel point de vue on peut se positionner, mais justement, l'ANSSI a été créée pour protéger les intérêts vitaux de la France. Et les intérêts vitaux de la France, ils peuvent être mis à mal, effectivement, pour des questions simplement d'argent ou pour des questions idéologiques. Alors après, l'idéologie, est-ce que ce sont des groupes de terroristes? Est-ce que ce sont juste des types qui sont pilotés par un autre État? Bon, c'est pas à moi de donner des détails sur ces sujets-là, mais on sait évidemment sans se leurrer que les grandes puissances, quelles qu'elles soient, utilisent le numérique comme arme diplomatique. Et on a des cas 2017 où des rançongiciels, en tout cas des outils, des virus qui se faisaient passer pour des rançongiciels, n'étaient au final que des armes de destruction des entreprises du pays concerné. Alors si on revient un peu aux citoyens, à nous tous, au quotidien, moi j'ai lu quelque part, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait à peu près 90% des Français qui avaient déjà possiblement vécu une infraction cyber ou justement en cliquant sur un email frauduleux ou en donnant leur code, etc. Est-ce que ce chiffre de 90% qui semble énorme est vrai, ou peut-être que tu en as d'autres plus précis? C'est difficile pour moi de répondre parce que on ne sait pas le quantifier vraiment. On ne sait pas le quantifier, c'est ça le point. Après, le ministère de l'Intérieur a les dépôts de plainte, mais il y a aussi dans notre domaine ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire pour une victime qui a déposé plainte, combien au final sont victimes. La fraude à la réparation informatique est un bon exemple. Il y a un parlementaire qui me raconte souvent l'histoire que sa mère l'a appelé en disant un soir, bah, écoute, j'ai eu un virus, mais c'est bon, super, j'ai été réparé, dépanné. Et elle lui dit, mais comment ça, tu étais dépanné? Et elle lui raconte l'histoire, il dit, mais non, maman, tu t'es fait arnaquer. Et donc lui, il est au fait de ces sujets-là. Donc s'il n'avait pas été informé, sa mère, donc ensuite elle allait déposer des plaintes. Donc, voilà. Et dans notre dispositif, on a la mission d'assistance. Je peux revenir si tu permets. On a une mission de prévention sur cyberviolence.gouv.fr. On a énormément de contenu disponible gratuitement sous une licence ouverte. On permet une réutilisation par des tiers, modification, on rajoute de logo, ce genre de choses. Donc beaucoup de contenu. Et puis la troisième mission, c'est la mise en place d'un observatoire, justement, pour pouvoir, dans quelques années, répondre en disant combien de particuliers sont touchés par ça, combien d'entreprises, combien ça coûte au niveau économique, au niveau sociétal, combien d'entreprises ferment. Donc là, on est en train de réfléchir comment on peut travailler avec nos partenaires, nos membres, en particulier l'ANSSI, sur ce sujet-là. C'est ce qu'on apprend à l'école. En tout cas, moi je me souviens dans les études que j'ai faites, faut déjà observer et comprendre avant de construire la politique publique. Oui. C'est ce qu'on apprend. Moi, j'ai appris à l'école, en tout cas. Donc, ça semble effectivement logique d'avoir cet observatoire. Et si je peux me permettre de compléter, si tu veux, un homme politique, il agit parce qu'il est en capacité de prendre des décisions, de dire, voilà, il y a des entreprises qui meurent du fait des cyberattaques. Ok, très bien, mais comme je disais, pour combien, pourquoi, d'où ça vient, il y a besoin d'avoir plus d'informations. Ok, super. Alors, il y a 2 questions dans le chat, mais moi, j'en ai peut-être une avant. Quand on est un jeune aujourd'hui, est-ce qu'il y a plein de métiers finalement dans le cyber? Quand on veut participer à la protection de l'État, quand on veut participer à la prévention, est-ce qu'il y a des filières particulières ou des métiers, des cursus à suivre pour arriver sur de la prévention cyber, ce que tu fais aujourd'hui? Alors, l'ANSSI, sur son site, référence toutes les formations qu'elle a labellisées, justement. Donc, il y a aujourd'hui, il y a
je vais vous donner une anecdote. Si tu veux, il y a l'ancien patron de l'ANSSI, avant Guillaume Poupard, disait à ses agents il y a en France 2 secteurs dans l'administration qui recrutent et qui se développent, c'est la pénitentiaire et le cyber. C'était il y a plus de 8 ans maintenant, Ça 9 s'est ans, pas arrêté. et ça s'est surtout pas arrêté. Moi, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont une certaine appétence pour ça, je peux vous garantir que vous aurez du boulot qui sera très bien payé, vous ferez des choses extraordinaires, c'est vous qui choisirez où Et vous voulez aller. utile pour Et le service public, utile pour le service pour public. les citoyens. L'ANSSI a cette intelligence, si je peux me permettre d'avoir un jugement personnel, de dire, voilà, on n'a pas beaucoup de capacité de payer, parce que les salaires dans la cybersécurité sont hyper élevés. Donc on va prendre les jeunes en sortie d'école, ils vont s'éclater pendant 3 ans, ils vont s'éclater pendant 6 ans, certains on pourra leur proposer un CDI, et puis ensuite ils iront voir d'autres choses, ils iront dans le privé, et c'est pas grave, ils ont besoin... Ils auront apporté quelque ils chose, auront et ils auront apporté, appris ils des auront tas de travaillé choses pour la aussi. France, ils auront, et puis peut-être que dans 15 ans, ils reviendront bosser à l'ANSSI. Et il y a plein de gens qui sont partis de l'ANSSI qui reviennent aujourd'hui bosser dans d'autres services de l'État. Je ne vais pas les citer, mais on peut imaginer les services de renseignement, par exemple, qui font aussi et qui ont des moyens, qui font des choses en cyber qui sont importantes. Donc voilà, et en cyber, on a je pense que plutôt plus que dans d'autres secteurs, on a compris qu'il y avait un intérêt, et j'en suis un bon exemple, un intérêt à essayer de bénéficier des gens qui ont une double expérience publique-privée. Super. Alors, on a Koé4491 qui nous a posé 3 questions ou 3 commentaires. Et comme tu les as que très loin à l'écran, je vais les lire pour toi. La première, c'est pour s'en prémunir, la base que je connais, c'est de ne pas mettre dans un PC une clé USB ou même un câble dont on ne connaît pas la provenance car ils peuvent contenir des virus ou autres. Alors oui, ça, je crois que le message est bien martelé. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas de temps en temps, mais on sait que c'est pas bien de le faire. Et ben, il faut éviter. Après, Voilà. y a aujourd'hui d'autres moyens de transférer des fichiers que la clé USB. Enfin, là, voilà, on Le l'a drive, vécu. mais Alors, tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour faire des drives. il faut du réseau. Ouais, Donc, du réseau. Okay. mais une clé qui se balade de machine en machine, plus elle va sur une nouvelle machine, si cette machine est contaminée, évidemment. C'est vrai qu'on en utilise de moins en moins maintenant. Oui. Ok. Bon, bah merci pour ce commentaire. On prend le type. Est-ce que vous connaissez Sandoz? Il fait des vidéos YouTube sur les sujets des arnaques. Alors moi, je ne connais pas. Est-ce que tu connais Sandoz? On ira voir, voilà. Ouais. Merci en tout cas, on ira voir. Si on a des connaissances particulières, est-ce qu'on peut intégrer la réserve citoyenne sur ces sujets? Un journaliste spécialisé en a parlé. Alors, je ne sais pas si tu sais répondre, moi je sais un peu. La réserve, ça se développe beaucoup. Chez les gendarmes, c'était déjà très développé, il faut bien le dire. Et la police, ça commence, mais là, on va bientôt rentrer dans une phase de recrutement beaucoup plus intense. Et je sais pas spécialement pour la cyber, mais je cherche notamment des profils techniques qui peuvent nous apporter beaucoup. Donc, je pense effectivement que tu as complètement raison et ça peut être très intéressant de rejoindre les forces de l'ordre avec ces compétences techniques que tous les policiers et les gendarmes n'ont pas, même si maintenant en école, on en apprend beaucoup plus. Et alors, il y a la réserve citoyenne, du bénévolat, et il y a la réserve opérationnelle, justement, où des gens très techniques peuvent intégrer cette réserve et passer, c'est le temps de réserve, hein, ça dépend. C'est plusieurs dizaines de jours par an. La réserve opérationnelle, ça peut être plus intéressant dans la continuité, finalement, quand on a une compétence technique. C'est différent, effectivement. Mais il y a une réserve citoyenne de cyberdéfense qui existe depuis de nombreuses années, effectivement. Et comme tu l'as dit, la gendarmerie a un corps spécifique réserve citoyenne cyberdéfense. Voilà, j'espère que ça t'a répondu sur les deux côtés, réserve citoyenne et réserve opérationnelle. Ça peut être deux manières déjà de mettre un pied dans nos institutions et s'y intéresser et puis voir s'il y a des opportunités ensuite. Écoute, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Moi, j'ai peut-être une dernière question, sauf s'il y en a dans le chat. N'hésitez pas. Moi, j'ai entendu parler d'un label expert cyber. Oui. Et est-ce que c'est lié au cybercampus dont on a parlé ces derniers jours? Voilà, c'est la question que je me posais. Est-ce que ça va dans le même sens, ces deux choses? Pas du tout. Du tout. Ah, voilà. Dès que notre communauté lance quelque chose, il y a un expert dans le nom. Donc, il y a le campus cyber qui vient d'ouvrir avec une excellente opportunité pour la France et l'Europe de se développer dans les outils de protection. L'idée du campus cyber, c'est que des universitaires, ce qu'on appelle les industriels, des gros industriels, des startups,
évidemment l'État, les services de l'État, le ministère de l'Intérieur avec tous ces services. Tous ces gens-là, et nous bien évidemment, et l'ANSSI bien évidemment, nous on est hébergés par l'ANSSI, soit sur un même lieu physique, et qu'il y a la pause café, la pause déjeuner. On puisse échanger entre nous, tous les experts cyber ensemble. Tout à fait. Alors, ça, c'est le campus, donc campus cybercampus, pardon. Et puis nous, donc Expert Cyber, c'est un label qu'on a lancé avec nos membres qui a volonté d'identifier dans l'ensemble de nos territoires, et vraiment dans l'ensemble de nos territoires, les sociétés qui font de la cybersécurité. Il y a beaucoup de sociétés qui font de l'informatique, mais là, c'est de la cybersécurité, et que leurs clients, donc c'est destiné aux professionnels, les PME dans les territoires, les collectivités dans les territoires, leurs clients, quand elles s'adressent à eux, elles savent qu'ils font bien le job. Et donc, moi, j'ai un article de presse que j'adore parce que c'est dans les Deux-Sèvres, une boîte de 5 personnes, ils sont super bons en cybersécurité, ils ont le label, ils sont super contents, on est super contents parce qu'eux utilisent ça auprès de leurs clients en disant, voilà, Expert Cyber, c'est un truc qui a été fait par cybermalance.gouv.fr, ça démontre, parce qu'on a été audité, nous, en tant que candidats à la labellisation, on a été audité, on a pu démontrer qu'on faisait bien les choses, et donc, ils le mettent en avant, et c'est une très bonne chose. Alors, une petite dernière question pour la route, on dit comme ça? Allez, c'est la dernière. Toujours de Koé qui nous dit, les élèves gendarmes qui rejoignent les promos spécialisés numériques, que font-ils après? Est-ce qu'ils rejoignent les SIC? Est-ce qu'ils servent en unité classique ou avec des compétences de correspondant numérique? Est-ce que tu sais répondre à ça? Moi, j'avoue que je ne sais pas. Je peux me renseigner, mais je ne sais pas. Je vais répondre. Le début de la question, c'était? C'est les élèves gendarmes qui rejoignent les promos spécialisés numériques. Qu'est-ce qu'ils font après? Il y a à ma connaissance, à Chaumont, l'école de sous-off de Chaumont, où il y a quelqu'un de mon JIP qui était présent, un commandant de police, justement, hier, qui était présent hier, pour présenter notre dispositif à cette première e-compagnie. C'est ça, l'e-compagnie, on l'appelle. L'e-compagnie de la gendarmerie, qui a vocation donc à prendre ceux qui sont un peu geeks et donc ont cette appétence au sein donc des élèves sous-off de la gendarmerie, et de faire un cursus supplémentaire. Et ensuite, ils vont devenir NTech, CNTech, se spécialiser, rayonner au sein de la gendarmerie pour que le niveau global augmente. Et puis, il y a un grand projet qui est porté par le ministère au sens large, donc de réunification des écoles, en particulier sur les aspects cyber, pour que les ICC, les enquêteurs en cybercriminalité, et les NTech puissent avoir un tronc commun et permettre de faire qu'il y ait une économie d'échelle. Nous, globalement, au ministère de l'Intérieur, on a envie de se rassembler autour de ces questions, que ce soit la police, la gendarmerie, les partenaires comme cybermalveillance.gouv.fr avec qui on travaille beaucoup, et puis aussi avec les autres ministères, parce qu'on n'est pas tout seul à travailler. Et malheureusement, j'allais dire, il y a du travail pour tout le monde dans ce domaine-là, parce qu'on voit que ça reste quelque chose d'important, de prégnant, et qui nous occupe tous beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. On va remettre dans le chat l'URL, voilà, le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est vraiment la plateforme tête de réseau quand on est victime ou quand on a besoin d'informations, quel que soit le niveau de l'infraction ou de l'attaque cyber, on peut aller sur cette plateforme, être aiguillé pour trouver la bonne réponse ou être mis en relation avec ceux qui vont nous aider. En tout cas, merci encore à toi d'avoir échangé avec notre communauté, petite communauté, mais très fidèle, je dois dire, et qui a toujours des très bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver jeudi prochain ou un jeudi à venir. Vous savez, on va bientôt rentrer dans la période de réserve. C'est juste avant les élections. On n'a plus trop le droit de communiquer ou de faire les débats, même si nous, on ne fait jamais de débat politique. Donc voilà, peut-être que dans quelques temps, je quitterai un petit peu l'antenne et vous retrouverez après les élections. Mais sinon, le jeudi soir, vous savez, on se retrouve très souvent sur Twitch. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi des idées d'experts, d'invités, de thématiques que vous souhaitez qu'on développe, vous l'écrivez en DM, sur le chat, comme vous voulez. Et en tout cas, on prendra le temps pour en parler avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger. Merci encore, Jérôme. Merci de ton accueil. Et si vous voulez, tout à l'heure, on continue ce débat sur Twitter, en Twitter Space, avec la police et la gendarmerie et Jérôme Notin qui sera avec nous pour cybermalveillance. Donc voilà, si vous voulez vous connecter sur les comptes du ministère de l'Intérieur, c'est avec grand plaisir. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Au revoir. Au revoir.